Kandi, Nord Bénin. Pendant 2 jours, la salle de conférence de l'ONG Alafia a accueilli une initiative d'envergure régionale, la croisade féministe pour un Nord en paix, inclusif et sans VBG, organisée par l'ONG Rescue and Hope à travers le projet Féminact, financé par l'Agence française de développement et porté par le consortium Equipop Gorée Institute, ONG FAD Niger et Diaconia. Cette rencontre a réuni des femmes leaders d'associations, des jeunes ainsi que divers acteurs communautaires engagés dans la promotion de la paix et de l'égalité. Les travaux ont débuté à 9h par les mots de bienvenue et une présentation de l'agenda de la formation par le chargé de programme et suivi évaluation de l'ONG Rescue and Hope, M. Valentin Kenkongla. S'en est suivi la présentation d'une série de modules de formation destinés à consolider les bases conceptuelles du leadership et du féminisme. Les participants ont été introduits aux notions de leadership féministe et d'approche féministe, des sessions animées par la directrice exécutive de Rescue and Hope, Mme Amélie Akinshola. Ces formations ont permis de clarifier les valeurs, les principes et les dynamiques qui structurent les mouvements féministes contemporains tout en mettant en lumière le rôle des femmes dans la transformation sociale. Je voudrais vous poser une question. Volontaire, pour me dire qu'est-ce qu'il entend par leader. Pour vous, qu'est-ce qu'un leader? Quand on parle d'un leader, un leader, c'est qui au fait? C'est quelqu'un responsable que les gens écoutent, qui peut participer à la prise de décision et au retour rendre compte à ses autres membres. Une organisatrice et pouvoir partager ses savoirs avec une collègue. Alors, quand nous parlons d'un leader qui doit disposer de la capacité d'agir, nous parlons bien sûr du pouvoir. Alors, une femme leader ou un homme leader doit être capable de disposer d'un pouvoir. Un pouvoir qui lui permet de transformer ou d'agir. Un leader doit être également un homme ou une femme influente ou influent. Et s'il est vraiment influent, nous allons le constater dans ses comportements ou dans ses actions, une capacité de pouvoir orienter, bien sûr, les comportements de ces communautés ou bien les perceptions de ces communautés. Un leader doit être capable de prendre des décisions. Nous l'avons tous dit maintenant. Et maintenant, nous passons au thème du leadership féministe. Un leader féministe peut bien sûr être un homme ou une femme, mais une personne capable de redistribuer le pouvoir et non de dominer. Si tu es un leader qui domine et c'est seulement ta voix qui passe, tu n'es pas un leader féministe. Si tu te sens et si tu te définis réellement comme un leader féministe, c'est que tu dois être capable de pouvoir assumer dans tes décisions une égalité. Une égalité dans toutes les personnes qui vont intervenir, une égalité au niveau de toute action qui doit être prise. La journée s'est poursuivie avec un module consacré aux principes des agendas femmes, jeunes, paix et sécurité 13-25 et 22-50, présenté par Mme Chabiga de Nafissat, avant de se clôturer par un module sur le plaidoyer assuré par M. Valentin Kenkongla, chargé des programmes et suivi évaluation de l'ONG Rescue and Hope. La résolution 1325, votée en 2000 par l'ONU, et c'est une première résolution adoptée sur les femmes, la paix et la sécurité. Et l'objectif poursuivi par cette résolution, c'est d'améliorer un certain nombre de points que nous avons constatés en ce qui concerne les femmes de façon générale. C'est la participation des femmes au processus de paix, c'est la protection des femmes et des filles en situation de conflit. Le constat a été que, en situation de conflit, les problèmes que les femmes subissent et les filles subissent diffèrent de ce que les hommes et les jeunes subissent. Du fait qu'on soit femme. La résolution 2250 reconnaît le rôle des jeunes comme acteurs de paix, promoteurs des mécanismes d'inclusion des jeunes dans les décisions de prévention et de résolution des conflits. Nous voulons négocier les frais extra à la maison
les femmes font le plaidoyer. Ou bien c'est pas ça. Lorsque vous voulez négocier un rajout de cocotte, vous faites plaidoyer, non? C'est ça, on va voir. On va formaliser ça. Alors, qu'est-ce qu'on appelle plaidoyer? C'est un ensemble d'activités visant à influencer les décisions politiques, promouvoir un changement positif, protéger les droits humains ou défendre des causes spécifiques. Pour qu'un plaidoyer porte, nous avons des choses à faire. Il faudrait que nous sachions clairement ce que nous devons faire. Si nous ne savons pas ce que nous devons faire, nous aurons avoir des belles idées, des belles initiatives, mais nous ne pourrons pas réussir parce que nous n'avons pas la précision de ce que nous voulons. Pour réussir un plaidoyer, il faut savoir le résultat que tu cherches in fine. Si tu ne connais pas le résultat à l'avance, tu ne vas pas réussir le plaidoyer. C'est le résultat qu'on formule en objectif et en action. Ciblage, d'identifier à qui s'adresser, à qui adresser le message. Si nous voulons que les femmes interviennent dans les instances de prise de décision dans leur commune, dans leur département, c'est ceux qui ont le pouvoir de décision. Si nous prenons le préfet, lui peut prendre un test et dit désormais dans mon département, voici comment les mécanismes de prise de décision doivent être présentés. La pertinence. Il faut qu'il y ait transparence dans les actions. Lorsque nous allons solliciter les alliés, il faudrait qu'ils sachent ce qu'ils veulent faire avec nous, surtout si nous demandons des ressources pour faire le travail. Chaque session a été ponctuée de travaux de groupe, d'exercices pratiques et de restitutions en plénière, favorisant l'engagement et la réflexion collective. Pour le premier point, nous avons maintenu mariage précoce entre un mécanicien et une élève de la classe de 4e dans une ferme dont le père est pour et la mère est contre. Sur ce, nous avons écouté d'abord les deux parties prenantes, les orienter vers les CIUS. En cas de de persistance plutôt, les envoyer vers les autorités compétentes. Pour la prévention, nous avons la sensibilisation des acteurs à divers niveaux. Nous avons la vulgarisation des textes et des lois. Nous avons le respect des couloirs de passage. Nous avons la création des espaces de pâturage. Pour la protection, délimiter les exploitations culturables à travers la mise en terre des plantes. Nous avons choisi le conflit entre éleveurs et agriculteurs. Les acteurs impliqués, nous avons les autorités locales, les autorités communales, les maires, les préfets, etc. Des actions pour éviter le scandale, nous avons énuméré, écouter les deux parties, écoute attentive des deux parties et sensibiliser et éduquer la communauté. Et après, nous avons dit, nous allons renforcer la capacité des éleveurs et agriculteurs pour améliorer leur productivité et leur résilience. Comme protection, nous avons proposé le mécanisme pour protéger les plus vulnérables, les autorités locales et les référer vers les services compétents. Le second jour a été consacré à l'acquisition d'outils opérationnels indispensables à l'action communautaire. Le module sur la résilience face aux conflits et au VBG, co-animé par M. Ahmed Obinti, point focal à Libori sur le projet Féminact et Mme Amélie Akinshola, a permis aux participants d'identifier les mécanismes de résistance individuelle et collective face aux violences et aux crises. La formation s'est poursuivie avec un module sur la gestion des conflits, également co-animé par les deux formateurs, offrant aux actrices locales des méthodes d'analyse, de prévention et de résolution des tensions susceptibles d'affecter la cohésion sociale. Conflit, quand on dit conflit, c'est une situation qui oppose deux ou plusieurs personnes ou parties. Ces conflits peuvent être interpersonnels, c'est-à-dire entre deux personnes, entre deux communautés ou des institutions. Ces conflits sont souvent liés à certaines ressources données. Quand on parle de VBG,
c'est des actes préjudiciables qu'on fait à autres. Au niveau des actes, on peut avoir des actes physiques ou bien des violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques. L'exploitation, les mariages précoces, tout ça fait partie des VBG. Les conflits, c'est un contexte dans lequel les tensions de rivalité ou intérêts contradictoires entraînent des risques de violence ou d'instabilité. Il y a plusieurs types de conflits, ça peut être foncier, communautaire, entre agriculteurs et éleveurs. Il y a plusieurs étapes pour identifier les facteurs. Il y a l'analyse du contexte social et culturel, les normes, croyances et rôles. Donc, à chaque situation, il faut contextualiser pour pouvoir identifier les facteurs qui ont créé les conflits. Analyser, c'est ça l'analyse du contexte. Après ça, il faut évaluer pour voir à quel niveau se situe le conflit. Il faut savoir faire des négociations. Ce que moi je fais, quand maman commence pas à faire quelque chose, même quand je suis pas d'accord, je fais l'effort de respecter. À l'instant T. Même si je suis pas d'accord. Mais c'est après quand l'enfant quitte, je discute avec madame pour dire, par rapport à telle situation, est-ce que l'enfant sait qu'on ne fait pas ça? Généralement, c'est ça, en fait. On n'éduque pas nos enfants. Et quand ils posent des actes, on commence par les réprimander. On commence par les frapper. Est-ce que tu avais dit en temps à l'enfant qu'on ne vole pas? L'enfant allait voler, tu commences par la taper. Est-ce qu'on l'a déjà dit à l'enfant, on l'a déjà éduqué que le vol n'est pas bon? Généralement, c'est ce qui arrive dans les foyers. Les mamans tapent, mais sans un message au préalable. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. On continue toujours par chercher des moyens. Enfin, Monsieur Ezekiel Caleb Arigidi, chargé de communication et de plaidoyer de l'ONG Rescue and Hope, et Madame Amélie Akinshola ont assuré un module sur la communication pour un climat de paix, mettant en avant l'importance d'un discours apaisé, inclusif et non violent dans la construction d'environnements harmonieux. Une communication positive, c'est un message, une fois sorti, ça doit créer un changement. Un changement peut être positif ou négatif. Alors, merci beaucoup. Donc, un message, une fois sorti, qui peut créer un changement positif. Donc, c'est ça, on peut considérer ça comme la communication positive. La communication positive vise à encourager l'écoute active. La communication positive vise également à réduire les tensions lors d'un échange. La communication inclusive, maintenant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une communication qui valorise toutes les personnes, sans discrimination, liée au genre, à l'âge, à un handicap, à la religion, à la langue, à l'ethnie ou au statut social. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en train de communiquer que quelqu'un, peut-être, excusez-moi du terme, on est en présence ici d'un handicapé, et il veut prendre la parole, ou bien il prend la parole, et il dit que les handicapés aussi parlent comme ça. Au cours de cette deuxième journée, les travaux ont pris fin aux environs de 14 heures, clôturant une séquence de formation dense et structurante. Au terme de ces 2 journées, les participants repartent mieux outillés, conscients du rôle essentiel qu'ils peuvent jouer dans la prévention des violences, la promotion de l'égalité et la consolidation de la paix. Grâce aux connaissances acquises, ils se disent prêts à dupliquer les enseignements au sein de leur communauté dans les villages et quartiers qui composent leur département. Le travail réalisé constitue un pari réussi pour le club féministe de la Liborie, maître d'œuvre de l'organisation, sous la supervision avisée de l'ONG Rescue and Hope et de sa directrice exécutive, Madame Amélie Akinshola. Une étape importante vient ainsi d'être franchie, posant les bases d'une mobilisation élargie en faveur de la paix, de la justice sociale et de l'élimination durable des VBG. Ainsi, de nous faire la haine, l'injustice, l'intolérance, car tout homme, quel qu'il soit, est un maillon de cette chaîne de l'humanité. Toutes et tous unis contre les VBG. Justice pour les survivantes. Je vous remercie.